Yo les fortistes, si vous poussez en ce moment les portes de la Maison de la Culture du Japon à Paris, vous allez tomber sur une expo consacrée à Goldorak, organisée à l'occasion des 45 ans de la création du personnage. Cette rétrospective, sobrement intitulée Goldorak Experience, nous propose de célébrer les exploits d'Actarus, Alcor & Co depuis leur débarquement au milieu des années 70, tout en essayant de comprendre comment un simple héros de manga a pu devenir à ce point, en France, une icône indéboulonnable de la pop culture. Alors, je vais certainement pas vous faire une visite guidée de cette expo qui mérite largement le détour. Pour info, c'est malheureusement réservé pour le moment à nous autres parigots, mais ça coûte presque rien, genre 5 balles, et c'était pas l'affluence quand j'y étais. J'ai eu la chance de pouvoir faire cette visite un mardi matin, à l'ouverture, c'était cool, hein, pas bondé. Et pour tout vous dire, j'avais un peu peur que ce soit une expo qui joue uniquement la carte de la nostalgie pour les grands enfants que nous sommes, et qu'on se soit contenté de rassembler quelques jouets, par-ci, par-là, juste pour créer une ambiance rétro, sans pour autant évoquer l'impact du personnage ou les indéniables qualités de ce dessin animé qui traverse brillamment les époques. Alors, c'est une visite certes assez courte, hein, ça vous prendra entre 1 heure et demie pour faire le tour, même si vous êtes comme moi et que vous décortiquez chaque panneau. C'est un peu dans le genre d'expo que proposait le musée Art Ludique à Paris, Pixar, Marvel, Hardman, DC, pour ceux qui connaissaient les lieux. Mais on fait vraiment le tour de la question d'une manière intelligente, c'est une expo très riche, avec des croquis originaux, beaucoup d'illustrations d'ailleurs, des celluloïdes, des tonnes d'objets, statuettes, figurines, des jouets. Quand même, j'ai d'ailleurs posté quelques photos de l'expo sur la page Facebook de la chaîne, si vous voulez voir un peu de quoi il retourne. Alors, est-ce que Goldorak méritait son expo? Ne me demandez pas ça à moi, bien sûr que Goldorak méritait cette expo, si ça ne tenait qu'à moi, Goldorak mériterait même son musée. Alors ça parle sans doute moins aux plus jeunes d'entre vous, qui est arrivé après la bataille des planètes, mais Goldorak a eu un impact très fort sur toute la société française du milieu des années 70. Niveau animation japonaise en France, faut le savoir, il n'y avait rien à la télé avant Goldorak, et pas grand monde n'y croyait à l'époque, on se méfiait beaucoup de l'arrivée de ce genre de fantasy, et la série s'est donc retrouvée comme ça, bazardée sur Antenne 2 en plein mois de juillet 78, en toute discrétion, le succès sera pourtant phénoménal et immédiat. Alors on va commencer par tordre le cou aux idées reçues. Non, Goldorak n'a pas eu un succès retentissant tout autour du globe, et certainement pas dans son pays d'origine, le Japon. Là-bas, UFO, Robot, Grandizer, oui, je parle couramment japonais, rencontre un succès d'estime sans atteindre la popularité des créations précédentes de Go Nagai, le créateur des mangas à l'origine de la vague des mechas, ces histoires de robots géants pilotés par des gamins et qui se foutent sur la gueule bien avant Pacific Rim. Alors on cite toujours uniquement Go Nagai en ce qui concerne Goldorak, puisque c'est le mangaka qui a créé le héros, mais ils ont quand même été plusieurs à façonner le personnage tel qu'on le connaît aujourd'hui, et on pense notamment à tous ceux qui ont bossé sur le dessin animé qui a popularisé le robot géant dans nos contrées. Mais Go Nagai, il a créé Mazinger Z, qui a été adapté avec un succès retentissant en animé au Japon, puis sa suite, Great Mazinger, adapté elle aussi tambours et trompettes. Goldorak est donc envisagé dès le début comme une sorte de chapitre final à cette série, un peu comme une conclusion à cette trilogie qui se déroulerait dans le même univers. Seulement voilà, cette dernière série n'enflammera pas l'enthousiasme du public nippon et se contentera de vivoter à l'ombre du prestige de ses aînés. Alors, plusieurs raisons à ça. Quand Go Nagai explique que selon lui, le public de l'archipel commençait à se lasser de cette vague de mechas et de ces personnages occidentalisés pour plaire à une plus large audience, on est tout à fait disposé à le croire. Mais il y a d'autres choses qui n'ont pas trop plu à l'audimat traditionnel de ce genre de programme, notamment certains choix créatifs, comme par exemple le personnage de Venusia, la copine d'Actarus, qui offrait alors une image de femme émancipée, en dehors des conventions de l'époque, moyennement bien reçue par un public japonais alors plutôt traditionnaliste. On essaiera plus tard d'ailleurs de corriger un peu le tir avec l'apparition du personnage de Phénicia notamment. Mais on ne va pas se mentir, le problème principal de cette série, c'est qu'elle a été montée pour tout un tas de mauvaises raisons, mercantiles. Comme souvent, on l'a pas forcément perçu chez nous. Nous, on découvrait ça en France avec les yeux aveuglés par la nouveauté, mais les Japonais, eux, ils ont bien compris qu'on cherchait à leur vendre des jouets. D'ailleurs, la chaîne de télévision Fuji TV et le fabricant de jouets Bandai, que tout le monde connaît, vont foutre une pression pas possible sur la Toei, productrice de tous les grands classiques du dessin animé que sont Albator, Dr. Slump, Dragon Ball, Sailor Moon, les Chevaliers du Zodiaque, et Fuji TV et Bandai vont donc orienter les choix artistiques de cette série, dont certains très discutables comme le rôle d'Alcor dans Goldorak. Et ça n'a pas plu du tout. Et à juste titre, hein, Alcor, Koji en VO, c'était le héros de la série Mazinger, le pilote du robot, et Fuji insiste pour que le personnage soit intégré coûte que coûte à l'histoire. Alors, le voilà relégué au rôle de second couteau, en faire valoir, et donc du coup la série est un peu boudée au Japon lors de sa diffusion entre octobre 75 et février 77, soit 1 an et demi de diffusion pour une série qui compte quelque chose comme 74 épisodes. Et cette réception mitigée va nous servir à nous autres Européens, puisque la Toei va, au cours des années qui vont suivre, se mettre à vendre tout un tas de dessins animés à l'exportation à des prix revus à la baisse, des prix limite cassés. Alors je vous l'ai dit, c'est comme ça que Goldorak se retrouve sur les étagères d'Antenne 2 à l'époque, qui ne sait pas trop quoi en faire, qui se méfie un peu.
à juste titre, de l'accueil possiblement réservé à un tel programme, sorti en douce, en plein mois de juillet, histoire de tâter l'eau du bout du pied, carton plein, succès foudroyant pour cette série qui emballe la jeunesse, et des montagnes de courriers sur les bureaux d'Antenne 2. Niveau grille de programmation, il faisait pas bon se trouver à 18h face à Récréa 2, on parle d'une série qui flirtait avec les 100% d'audience, c'est dire si c'était un phénomène à l'époque. Phénomène auquel on n'était absolument pas préparé, inutile de le repréciser, on fait enregistrer dans l'urgence un nouveau générique à un chanteur israélien, Noam, alors qu'il a la grippe et qu'il parle de manière très approximative le français, il doit donc apprendre les paroles de la chanson en phonétique. What the fuck, niveau jouet, on n'a rien de prêt pour faire face à la demande, qui explose et on se tourne dans l'urgence vers l'Italie, qui a un petit train d'avance sur nous, enfin bref, c'est l'effervescence. Alors le fait que les héros de Goldorak soient totalement américanisés, est sans doute pour quelque chose dans ce succès, on n'est pas complètement désarçonné en Europe en découvrant cette série, je dis en Europe, parce que le programme va d'abord cartonner en Italie, puis en France et en Espagne, avant d'aller conquérir le Québec. Et faut avouer que l'univers de Goldorak est quand même moins ancré dans l'imaginaire du Soleil Levant que bon nombre d'autres séries de la Toei. On a le ranch du Boulot Blanc, un garçon d'écurie en pâte def et veste à franges qui joue de la guitare, tout un univers de western qui vient se mélanger à un univers de SF dans lequel un homme de l'espace vient, tel Superman, trouver refuge sur la Terre. Après la destruction de sa planète natale, Goldorak profite de tout un tas de clichés et de références issus de la culture populaire occidentale, et les spectateurs de s'investir donc complètement dans cette guerre des étoiles et l'histoire de ce prince banni qui va prendre la défense de l'espèce humaine. J'ai toujours pensé que, quand on rencontre à ce point-là l'estime populaire, la ferveur du public, c'est quand même pas un hasard. Goldorak est certes tombé au bon endroit, au bon moment, et on peut toujours se dire que si ça n'avait pas été à travers ce personnage, l'animation japonaise aurait de toute façon fini par débarquer chez nous à un moment ou à un autre. C'était comme Thanos, inévitable. Maintenant, ce dessin animé présente tout de même d'évidentes qualités qu'il place pour moi au panthéon des très grandes séries de SF. Déjà, au niveau de l'animation, des gens qui découvriraient la série aujourd'hui trouveraient sans doute ça daté, un peu figé, comme beaucoup de mangas de l'époque, mais bon, je vous l'ai dit, on parle de 74 épisodes, diffusés en à peine 1 an et demi. Ça fait un épisode par semaine, et franchement, quand on voit la qualité de l'animation, je trouve ça assez remarquable. Encore une fois, pour l'époque, et pour une production de masse destinée à remplir des grilles de programmation, toutes les semaines, on est sur une animation très très au-dessus de la série Mazinger Z, qui l'a précédée, mais même, je trouve, très supérieure à la première série Albator 78. Alors je suis forcément de mauvaise foi, et c'est très subjectif, mais je trouve la mise en scène de qualité, l'animation des séquences de combat très dynamique, très soignée, surtout quand elle est soutenue par une partition impeccable, des thèmes simples qui reviennent régulièrement, qui restent en mémoire. Visuellement, même sans parler d'animation, c'est déjà hallucinant, et ça vous aurez l'occasion de vous en rendre compte si vous visitez l'expo, à travers des tonnes de croquis, d'illustrations évoquant la création de tous ces personnages. Franchement, c'est bien pensé, les costumes des soldats, des généraux, le design des méchants, mémorables, Hydargos, Minos, Oros, le costume de super-héros d'Actarus, c'est une merveille de simplicité, avec ce casque, cette sorte d'aigle aux ailes déployées sur la poitrine. La production design de cette série est incroyable, les robots et les vaisseaux sont fantastiques, fallait bien ça pour vendre des jouets. Mais c'est surtout pour les thématiques et les sujets abordés qu'on retient surtout Goldorak. Avant Goldorak, un dessin animé, ça reste pour les gosses, uniquement pour les gosses. Et ça, c'est la même chose pour les publications destinées à la jeunesse. Souvenez-vous des éditions Lug et des comics retouchés par des éditeurs et des dessinateurs peu scrupuleux. La jeunesse, faut pas la froisser, faut faire gaffe à pas la traumatiser. Donc c'est sûr que quand débarque Goldorak avec ses explosions de violence, ses héros traumatisés par la guerre, ses séquences de torture, ses ennemis qui n'arrêtent pas de mourir à l'écran, ça fait un peu grincer des dents. Goldorak, ce sont des thématiques très adultes, on n'est pas chez Disney, il y a de vrais enjeux, de vraies réflexions de société, des visions sans phare de la guerre. Regardez des épisodes comme Le Festin des loups, La Bête, Les Amoureux de Fort, Vaincre ou périr, en 2 parties, celui avec la mort d'Hydargos et les tortures infligées à Procyon, on n'avait jamais vu ça à l'époque. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça. Et je vous le répète, pour moi, avant Goldorak, il n'y a pas grand-chose, il y avait encore Zorro et Rintintin à la télé à l'époque. Alors c'est sûr, ça ne choque pas le Japon qu'on a vu d'autres, mais ça va provoquer chez nous le tollé des éminences bien pensantes, journalistes, politiques, associations de parents, sociologues à la mort moelleux, tous vont s'abattre comme une nuée de frelons sur Goldorak et sur Dorothée, qu'on remercie pour avoir tenu bon, mais qui en prendra plein la tronche. Alors Goldorak a pavé la voie pour l'arrivée de l'animation japonaise en Occident, qui a très progressivement gagné ses lettres de noblesse avec des fers de lance comme Akira, ou plus récemment les films de Miyazaki, mais Goldorak a aussi essuyé les plates face à une horde de critiques qui l'aurait bien vu banni des écrans, comprendre, censurer et renvoyer Manu Militari dans son pays d'origine. Et si vous pensez que les choses ont évolué rapidement après ça, que nenni mes amis, que nenni, souvenez-vous du front qui s'était levé contre le Club Dorothée, et plus particulièrement contre la série Ken le Survivant. Et c'est à la fin des années 80, 10 ans plus tard, que cette cabale verra le jour, orchestrée par Ségolène Royal, députée socialiste, qui n'y connaissait rien mais
L'ouvrait bien grand, le terme éhonté a semble-t-il été inventé pour elle était secondée dans sa croisade par ce magnifique torchon Télérama, inventeur du terme japonaiserie. Il y avait aussi le CSA, le monde diplomatique, une belle congrégation de Cubénis, il faut voir les argumentaires qui étaient avancés à l'époque. Désespoir. Tout ça pour vous dire que Goldorak c'était vraiment, surtout en France, un manga précurseur, une série innovante, de qualité à tous les niveaux, et qu'elle a en plus très bien supporté le poids des années. Ben ouais, ça commence quand même à dater un peu Goldorak, la série approche doucement de son petit demi-siècle d'existence, mais elle a laissé des traces profondes et indélébiles dans la culture populaire, et si vous ne l'êtes pas déjà, vous en serez convaincu en allant pousser les portes de la Maison de la Culture du Japon à Paris. Il y a un autre truc que personnellement j'ai appris lors de l'expo, et que je ne savais absolument pas, c'est qu'une bande dessinée française consacrée à Actarus & Co est prévue pour les prochains jours, une BD grand format, prévue dans les bacs pour le 15 octobre, et si la nouvelle n'était pas suffisamment excitante en l'état, la présence de Xavier d'Horizon au scénario a de quoi surprendre. Xavier d'Horizon, c'est tout bonnement mon scénariste préféré. Le Troisième Testament, Undertaker, Long John Silver, le maître d'armes, que des monuments. Le voir s'atteler à la suite de Goldorak, c'est presque pour moi un rêve devenu réalité. Alors les dessinateurs attachés au projet, je ne crois pas les connaître, mais les planches qui étaient exposées à la Maison du Japon étaient juste sublimes, sincèrement. On annonce quand même un beau pavé, quelque chose comme 160 pages. Pour 25 balles, j'avoue que je serai dans une librairie le vendredi 15 octobre au matin. Succès mitigé au Japon oblige, Goldorak n'a jamais eu vraiment droit à des suites, ou des reboots, ou des films animés comme tant d'autres, Cobra, Albator, Mazinger Z, les Chevaliers du Zodiac, mais régulièrement on annonce la possibilité de voir un jour débarquer une suite, ou une nouvelle version des aventures d'Actarus. Avouez que quand on voit ce genre de design, on est quand même un peu chaud, non? On se surprend à rêver à ce que pourrait donner une suite à cette série avec les moyens d'aujourd'hui. Après, quand on voit aussi des trucs comme ça, on se dit que c'est pas mal de laisser la série reposer tranquillement et de se contenter d'une bande dessinée française qui a l'air autrement prometteuse. Voilà, et dire que j'avais prévu de faire 5 minutes d'émission juste pour vous parler de cette petite expo qui m'a emballé. Pour le coup, encore une fois, mes mots ont dépassé mes paroles, mais bon, si vous en avez l'occasion, vous aurez compris que je vous conseille très chaudement d'aller découvrir la Goldorak Experience à la Maison de la Culture du Japon à Paris. C'est jusqu'à fin octobre. Et on va se quitter sur ces bonnes paroles. J'ai pas mal d'émissions en retard qui s'accumulent sur les étagères, donc je vais m'atteler au montage pour éviter d'entasser trop de programmes. Je garde toujours sous le coude quelques trucs au cas où je manquerai de temps pour vous pondre du contenu, mais là j'en ai, qui commence même à dater. Alors dans l'ordre, vous allez voir tomber dans les prochains jours une émission musique et guitare, sur Placebo, une boîte à riffs consacrée à Load Like Love, puis une émission sur John Wick, qui sera suivie par une émission consacrée à Neil Marshall, en mode rétro-carrière et analyse de son dernier film, le très décevant Sorcière, et puis suivront plus tard une émission sur Steelskin, dans laquelle on parlera guitare, jeans et création musicale, une émission BD, où on reviendra à travers le comics Vexed, sur DC version fin 90, avec l'arrivée dans les locaux de la compagnie de Neil Gaiman ou Grant Morrison, et puis il y aura aussi une petite émission sur The Four Feathers, avec Heath Ledger, ce film mal aimé de 2002 qui aura connu son lot de péripéties. Voilà, là vous avez le programme pour les 6 semaines qui viennent, au bas mot. On tire donc le rideau pour aujourd'hui, il ne me reste plus que les remerciements d'usage, alors merci à tous les fidèles de la chaîne, à tous ceux qui ont un moment ou un autre laissé un petit pouce ou un commentaire, c'est vraiment sympa, un merci spécial forcément aux abonnés, qui ont le mérite de la curiosité pour une chaîne qui part vraiment dans tous les sens. J'espère que cette émission vous aura plu, et on se retrouve donc bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, profitez de tout, abusez de tout, jouez de la musique, regardez des films, lisez des BD, et moi je vous dis comme toujours, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!